idilanga yanganese Otila idilanga yanganese Mungo kondo donje bazimona Kanese Otila idilanga yanganese Ema mngusibu wedi mawa Kama mngusibu wedi mawa yanganese Ya yedilanga dila Kanese mungo kondo donje bazimona Ya wedi mawa Anfuila tata salai mama Anfuila mama salai yaya Anfuila yaya salai ngaka ya kanese Munwe konda kala kadila yidila Kanese Yepa yepa kumbagila ya kanese Yaya dila yidilanga Yaya bazi monanga Dila yidilanga yanganese Tata yemwedi mwana kumango Yani tata yemwedi mwana yanganese Munwe konda dila yidilanga Ye Yepasi monanga yanganese Ya dila yidilanga Mama pasi monanga Beno mukanda dieno bali singilanga Beno mukanda dieno bali karilanga Beno kintoki beno bali yabagila Kintoki kilo bakalu muga bakentu batongo anganese Ya dila yidila Kanese munwe kota tuntu pasimona Ya dila yidilanga yanganese Ya dila yidilanga yanganese Balu mwiri mwama kesu kuna mundo Balu mwiri mwama pasilu mananga Betu kukanda mwama solitu mananga ya kanese Ya dila yidila Kanese ya gidiluki ya bunbadi Kanese Ya dila yidilanga ya kanese Wapasi mananga ya kanese Ya dila yidilanga ya kanese Balu mwiri mwama pasilu mananga Kanese munwe konda kala kadila yidila Kilonga Masikuka Monanga
Aujourd'hui, je vous installe dans le cercle invisible de mes ancêtres, les Bantando. Vous avez entendu le chant de mon clan, un espace sonore qui me relie à ma lignée. Je viens d'une longue lignée de femmes fortes et puissantes. Longtemps, j'ai cru appartenir à mon père parce que je porte le nom de son père, Malongo. Mais en vérité, j'appartiens à ma mère et à son clan. Mon père, lui aussi, appartient à sa mère et à son clan. Cette appartenance n'est pas une objectisation des corps ou des êtres. C'est une appartenance subtile qui permet de se situer dans la constellation familiale. Constellation, systémie, cercle, cosmogonie. Je viens d'une généalogie matriarcale de transmission orale. Dans mon clan, mes ancêtres directs sont Kaka Masekuka, mon arrière-arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère, Nkaka Lando. Ma grand-mère, c'était Nkaka Kilonga. Ma mère, c'est Mbongombaki. Moi, je suis Misha Malongo. Mahema Magema. Je porte le nom de mon père et je suis du clan de ma mère. Ici, à Tchonchake, ma terre d'accueil, oui, ma nouvelle terre d'accueil, je peux raconter mon histoire. Oui, je peux raconter mon histoire. Ici, la terre n'est pas cédée. Ici, coulait une rivière. Ici, des oiseaux chantaient. Ici, des communautés vivaient. Ici, je peux réfléchir à comment raconter mes histoires, nos histoires. Ici, je peux construire ma résistance. Ici, je peux construire ma résilience. Ici, je peux apprivoiser ma colère. Ici, je suis tempéré. Ici, je suis moi-même. Sonny Laboutancy disait dans son poème « L'acte de respirer ». Voici l'écume des mondes. Voici 100 000 jours attachés, fouettés, blessés, torturés comme des nègres. Voici la doublure du mensonge humain, défaite sur le rassemblement de barbelés. Et cette mort joviale qu'on parle à haute voix, Dieu a éclaté dans tous les corps comme une saison de lumière. Et des mots où neigent des restes de voix, des ruines de mots. Tous ces pauvres gens ont enfoncé leur visage dans le verre du bonheur. Et la nuit efface la fleur folklorique des espoirs. Oh, toutes les femmes sont vides,
et le vagin devient temple de mensonges. Les seins fléchis dans la colère bourgeonnante des soleils, que le monde était menteur. Moi, je viens d'une généalogie de femmes puissantes. Elles ont travaillé avec leurs mains, façonné les communautés, porté parfois des rôles de chef. Elles ont transmis des savoirs ancrés. Elles font de moi une archive vivante. J'ai hérité d'elles une responsabilité. Continuer le travail. Oui, continuer le travail. Avec mes mains, mais aussi partager la connaissance. Faire circuler la parole. Aujourd'hui, je me situe à la croisée des chemins. Je suis artiste visuel, professeure, doctorante en recherche-création. Mon terrain n'est pas seulement conceptuel. Il est incarné, traversé par des mémoires familiales, coloniales, des mémoires anciennes, et traversé par une géographie affective qui relie le Congo, l'Europe, le Canada et les territoires transatlantiques. Territoire. Élément palpable de la terre à laquelle j'appartiens. Peu importe où je vis, terre, je t'appartiens. Je suis univers et tu es mon univers. Achille Mbembe nous dit ceci. Le propre de la terre est en effet de faire place à tous ses habitants. En cela, elle nous rappelle combien chaque corps humain ou autre, aussi singulier soit-il, porte sur lui et en lui, dans son essentielle porosité, les marques non pas de l'universel, mais les traces de l'en commun. Ce qui distingue la terre des autres, c'est son hospitalité, c'est-à-dire sa disposition à faire place à plus d'un, à la multiplicité. Et c'est la raison pour laquelle elle participe autant de la réserve que du grenier. Par terre, il s'agit d'un corps vivant, animé, dont l'une des propriétés est par ailleurs d'être une matière susceptible de rendre possible la vie. La communauté terrestre. Depuis plus de 20 ans maintenant, j'interroge les déplacements des afrodescendants vers les espaces terrestres, diasporiques, occidentaux, dans leurs allers-retours entre sud et nord. Je travaille avec les histoires individuelles, mais aussi collectives, que je mêle à la grande histoire de la communauté terrestre, comme l'évoque Achille Mbembe. Moi, je ne viens pas d'une lignée d'esclaves, mais je ne peux me défaire du lien transatlantique, de ces histoires transmises par ma mère, qui me racontent que mes arrière-grand-mères savaient que la déportation existait de leur vivant. Elles savaient que des villages voisins ou lointains, dans ces villages, on volait des corps. Ou parfois,
on laissait les voleurs vers des terres inconnues. Longtemps, on a dupé nos Mani-Congo, nos chefs de clan. On les a dupés avec des mots comme civilisation, évolution, bienveillance. On les a dupés en effectuant des transactions de spoliation. Ces pierres noires que je fais chanter représentent une mémoire, un fragment, une cicatrice, des corps noirs. Elles sont mon corps noir. Elles sont le corps de mes ancêtres. Elles sont le corps des Noirs dominés. René Despestre nous dit ceci, comme un devoir de mémoire. Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement tarie par le soleil, quand la frénésie de l'or draina au marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or, on se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du désespoir. Alors commença la ruée vers l'inépuisable. Trésorerie de la chair noire. Alors commença la bousculade des chevelets vers le rayonnement midi du corps noir. Et toute la terre retentit du vacarme des pioches dans l'épaisseur du minerai noir. Tout est tout juste, si les chimistes ne pensèrent au moyen d'obtenir quelques alliages précieux avec le métal noir, tout juste, si des dames ne rêvèrent d'une batterie de cuisine en nègre du Sénégal, d'un service à thé en massif négrillon des Antilles, tout juste, si quelque curé ne promit à sa paroisse une cloche coulée dans la sonorité du sang noir, ou encore, si un brave Père Noël ne songea pour sa visite annuelle à des petits soldats de plomb noir. Ou si quelque vaillant capitaine ne tailla son épée dans l'ébène minéral. Toute la terre retentit de la secousse des foreuses dans les entrailles de ma race, dans le gisement musculaire de l'homme noir. Voilà de nombreux siècles que dure l'extraction. Des merveilles de cette race, ô couche métallique de mon peuple, minerai inépuisable de rosée humaine. Combien de pirates ont exploré de leurs armes les profondeurs obscures de ta chair. Combien de flibustiers se sont frayés leur chemin à travers la riche végétation des clartés de ton corps, jonchant des années de tiges mortes et de flaques de larmes, peuple dévalisé, peuple de fond en comble retourné, comme une terre en labour, peuple défriché pour l'enrichissement des grandes foires du monde. Mûris ton grisou dans le secret de ta nuit corporelle. Nul n'osera plus couler des canons et des pièces d'or dans le noir métal de ta colère encrue. Minerai noir. C'est pour raconter toutes ces histoires et révéler tous ces mensonges que je suis devenue artiste.
En tant que femme artiste, je porte une temporalité superposée, celle de mon héritage bakongo, celle de mon adoption française, mais aussi celle plus spécifiquement liée à ma transmission du peuple Bantandu. Cela m'a permis d'observer mon histoire familiale comme un objet d'étude. Et de cela, j'ai appris l'importance du récit et de sa transmission. J'ai choisi d'être artiste pour créer des espaces où la pensée circule librement. Je comprends maintenant que je suis venue sur cette terre pour poursuivre le travail de transmission, le legs de Kakamasekoka, non plus par le labeur des mains, mais par l'intellect. C'est pourquoi mes œuvres questionnent ces histoires occidentales avec lesquelles j'ai grandi. Elles m'autorisent à élever ma voix en images et en écriture. Audre Lorde nous dit « J'écris pour ces femmes qui ne parlent pas, pour celles qui n'ont pas de voix, parce qu'elles sont terrorisées, parce qu'on nous a appris à respecter la peur, plutôt qu'à nous respecter nous-mêmes. On nous a appris que le silence pouvait nous sauver. Mais c'est faux. Sisters Outsiders. En tant qu'artiste afro-diasporique, je propose d'autres formes pour dialoguer avec des espaces vides. Ces espaces, ce sont ceux laissés par les traumas hérités du legs colonial. Mon espace de travail est parfois impalpable, parfois immatériel, parfois même invisible. Mais il efface les frontières. Il propose des cohabitations. Comment reconstituer un passé dont les témoins majeurs ont été effacés, supprimés, volés, déportés? Moi, je viens d'un pays colonisé. Et malgré moi, j'ai connu l'exil. Mes parents, eux, avant moi, ont connu la colonisation, la décolonisation, la dictature, le refuge politique et aujourd'hui la post-colonie. Mais pour moi, ils incarnent cette mémoire vivante d'une génération que je nomme trait d'union. Trait d'union parce que je porte à travers eux des mémoires cicatricielles que je tente de réparer, d'apaiser. Et je leur permets, à eux, qui sont silencieux, eh bien, de chanter leurs récits, de raconter leurs histoires à travers mes œuvres. Moi, je garde dans une conscience-inconscience la certitude d'un héritage innommable, impalpable, plein de cicatrices invisibles. Un héritage qui détermine mon appartenance au monde et surtout mon lien à un continent, l'Afrique. Une Afrique qui dépasse les frontières physiques, les frontières géopolitiques.
les frontières géographiques. J'ai compris que mon rôle d'artiste est de participer à un discours autre. C'est d'offrir un récit situé dans un espace entre passé, présent, futur, sans séparation. Un espace de création performatif, car il me permet de dialoguer avec des mémoires anciennes. Chaque œuvre que je crée est chargée d'une puissance mémorielle. Mon travail ne fiche pas le passé, il pense le présent. Maintenant, un présent épais, un présent nourri du passé, mais pleinement actuel. Il parle des ancêtres et de leur puissance, car il m'accompagne là, ici, avec moi. Je travaille entre le visible et l'invisible. Je travaille avec des mémoires lointaines qui viennent habiter mes œuvres, qui viennent parfois dans mes rêves. Comme l'écrit Néné Amélie, j'ai vu un long cheveu près d'une fontaine. Un cheveu qui a conservé l'éclat d'une vie intense. Il m'a transmis par une caresse le message d'une femme belle, pleine d'envie de vivre, mais trop tôt disparue pour avoir voulu connaître le monde des songes d'où on ne revient pas. Cette vision me rappelle que chaque œuvre recueille des traces de vie passée, des gestes, des souffles, des désirs qui persistent et nourrissent le présent, mon présent, notre présent. C'est pourquoi le dessin est devenu une pratique si centrale dans mon travail. Oui, je dessine des images piégées dans un passé, parfois un passé colonial. Je dessine des corps, des hommes, des femmes, des familles. Je dessine des lieux, des villages, des territoires. Je dessine des plantes, des fleurs, des arbres. Je dessine des histoires de vie. Je dessine les visages oubliés d'êtres ayant vécu sur la terre, notre terre, ce grand corps vivant, animé. Je dessine des pays âgés, traversés par des corps anonymisés, que je tente de réinscrire dans un récit de l'an commun. Des corps que je veux animer par le trait, le geste. Des corps auxquels je veux redonner une dignité. Par mon geste, ces images s'inscrivent dans des espaces frictionnels, vivants par la couleur, la liberté du trait et l'empreinte de mon corps d'artiste. Le dessin est pour moi un espace à part entre le réel et l'imaginaire. Le réel, dans son rapport au corps, au geste, à la trace, l'imaginaire, dans la trace qui reste, qui complète, qui intègre la reconnaissance. Je vous ai immergé dans l'installation à la recherche d'un souvenir ou comment marcher dans nos terres, réalisée en 2023. J'ai produit 81 dessins. J'ai dessiné des lignes de villages, des villes coloniales, Albertville, Léopoldville, le Sambo du Congo.
J'ai ravivé des narrations silencieuses, oubliées, blessées, dépossédées. J'ai proposé d'autres formes, nouvelles peut-être. Mais j'ai proposé des formes qui permettent de faire chanter les cicatrices. Produire des œuvres, c'est lire l'histoire telle qu'elle a été construite, avec des écueils. C'est affirmer une expérience subjective qui se dépose dans la matière artistique. Chaque œuvre devient trace et chacune de mes œuvres est un témoignage de ce que peut être une reconstruction personnelle à partir de ruines laissées par l'expérience coloniale. Mais, chaque œuvre est une trace pour la postérité.
Merci beaucoup. Merci d'être venus si nombreux. Vraiment, je suis touchée. Merci pour votre soutien. On a un moment, une période de questions. Je vais juste apporter le micro quand quelqu'un veut parler. Oui. Merci pour cette belle conférence très sensible et touchante. Pourquoi, en fait, qu'est-ce qui vous a amené à Tiohtià:ke? Donc, de justement, tu sais, venu du Congo, qu'est-ce qui vous mène ici? Alors d'abord, je ne viens pas directement du Congo. J'ai vécu en France pendant la grande majorité de ma vie, puisque je suis arrivée en fait à l'âge de 7 ans. Et c'est un message dans un mail qui est arrivé pour m'inviter comme professeur invité. Et au début, pour la petite anecdote, je pensais que c'était un fake. Et puis j'ai regardé et j'ai vu que Lucam était bien là, que Michael Bloom, qui m'avait écrit à l'époque, existait réellement. Mais quand je dis que je suis portée par mes ancêtres, c'est que 2 semaines, ça faisait bien 2 semaines que je rêvais en fait du Canada, que je recevais des appels pour m'inscrire à des programmes d'immigration, que le mot Canada revenait bizarrement. Et puis voilà, et en fait tout s'est fait assez facilement d'ailleurs, et assez naturellement. Et quand je connais le Montréal depuis. Et quand je suis arrivée en fait le 31 juillet, j'ai respiré l'air et j'ai dit bon, ça y est, là, j'ai trouvé ma ville. Voilà, c'est passé comme ça. Ah, il y a une question là derrière. Merci pour la conférence. Et j'avais une question. Quand on travaille sur ces sujets postcoloniaux et tout ça, surtout quand on vient d'un pays qui était colonisé, je sens qu'on a un devoir, évidemment, de transmission par rapport aux autres peuples du Nord et pour changer ces images, mais il y a aussi un devoir envers notre propre pays ou les gens qui ont le plus besoin. Je voulais savoir, parce que, étant donné que tu as passé beaucoup de temps en France et maintenant au Canada, comment tu fais pour que ce travail arrive aussi aux gens qui ont peut-être le plus besoin, en Afrique ou en Amérique latine Oui, c'est une question très intéressante et en même temps très centrale dans mon travail. J'effectue beaucoup de projets, notamment en fait à Kinshasa, où j'ai beaucoup de collaborations. J'ai participé en fait d'ailleurs à toutes les biennales qui ont pu en fait s'organiser là-bas régulièrement. Et la question en fait est toujours celle effectivement de comment est-ce qu'on amène le travail artistique ou par exemple un travail de dessin comme ce type d'installation pour que la dame qui va au marché, elle puisse en fait regarder en fait ces dessins. Et donc pour la petite anecdote, je fonctionne beaucoup avec des petites anecdotes. J'avais été invitée à l'Institut français à Lubumbashi pour la biennale d'art contemporain en fait qui s'y déroule donc tous les 2 ans. C'était en 2015 et là j'ai fait en fait une œuvre qui fait partie maintenant de mes œuvres majeures qui s'appelle Mémoire éveillée,
où je mettais en scène ma grand-mère, ma mère et moi-même. Et cette œuvre-là donc devait être montrée à la Halle de l'Étoile, c'est comme ça que s'appelle en fait la salle d'exposition de l'Institut français. Et alors cette halle, elle est absolument extraordinaire parce qu'elle donne comme ça en pleine rue. Et il y a une vitrine incroyable qui montre tout ce qui se passe en fait, comme un appel. Et à chaque fois en fait, voilà que l'on essayait de mettre la photographie de ma grand-mère au mur pendant l'installation, je voyais tout le temps plein de gens qui étaient voilà accolés à la vitre. Et à chaque fois en fait, je les appelais, venez, et on discutait, etc. Donc cette question en fait de montrer en fait le travail au Congo, aux Congolais, parce qu'effectivement, c'est à eux en fait qui s'adressent d'abord. Moi, j'ai en fait le privilège de pouvoir en fait avoir les moyens de créer ici, mais effectivement, la finalité, c'est de pouvoir le faire. Alors, l'autre chose aussi que j'utilise, c'est la vidéo. Donc, souvent, en tout cas là pour la deuxième, ça va être pour la deuxième fois, je fais en fait un film des dessins, des installations, et donc là en fait ça peut être diffusé. J'ai aussi en fait réalisé des procédés AR que l'on pouvait en fait avoir sur son smartphone, parce que là-bas tout le monde est connecté, et donc du coup on pouvait distribuer comme ça en fait aussi des images et les avoir sur le smartphone. Donc c'est vraiment une question en fait centrale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel, de cette conférence performance. Je voulais parler de ce qui se passe dans les dessins. Il y a quelque chose d'assez intéressant aujourd'hui aussi parce que le ciel est gris et il y a un cadre qui circonscrit le ciel, mais comme il y a des cadres il y a dans tes dessins aussi. Et alors, donc, il y a cette expression d'une densité de certaines parties du dessin. Absolument. Mais il y a aussi quelque chose qui transparaît, qui a un contour, mais que je ne sais pas exactement comment le dire, mais qu'il y a quelque chose qui traverse, c'est ça que je veux dire. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de ta manière de dessiner? Absolument. Tu nous as bien sûr renseigné sur les enjeux du dessin, mais particulièrement le mode, la modalité du dessin. Oui, absolument. Merci. Alors, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, je vous ai vraiment immergé dans une production de 80 dessins qui ont été effectués en fait avec une intention, une intensité et un caractère performatif. Voilà, c'est-à-dire que à partir du moment où en fait j'avais reçu la commande, puisque c'est en fait une commande qui avait été réalisée dans le cadre d'un projet au musée Rydberg en Suisse. J'ai consulté 1500 photographies d'archives et c'est la deuxième fois en fait que ce musée m'a invité, et après la consultation des 1500 photographies d'archives, j'ai fait une sélection. Et après cette élection, j'ai commencé en fait à cohabiter en fait avec les images. Donc je les consultais tous les jours, voilà. Et en fait, l'exposition s'appelait Look Closer. Et là, l'idée c'était vraiment d'aller au plus proche et de regarder en fait autrement en fait ces photographies qui sont des photographies en fait de personnes qui vivent dans des villages, et tu parlais tout à l'heure du fait de la traversée. Oui, effectivement, c'est cet anthropologue qui traverse ces villages et qui parfois en fait va saisir comme ça en fait des images, mais voilà, des images de personnes qui sont toujours anonymes. On n'a pas de traces en fait de leur nom. On arrive à peine aujourd'hui à trouver en fait la localisation. Et un de mes objectifs en fait dans cette série, c'était vraiment de leur redonner en fait un souffle par la liberté de la ligne. Donc c'est une ligne en fait qui est libre et qui va traverser en fait le papier, qui va se colorer, qui va traverser en fait les corps, qui va en fait amener la couleur au sein même en fait des corps comme une danse, et puis qui va libérer aussi finalement ces corps du cadre photo, puisqu'en fait on est vraiment en fait dans un cadrage spécifique où à un moment donné lui parfois va prendre le temps de cadrer avec un premier plan, deuxième plan, etc., troisième plan, etc., surtout pour
les photos de paysages, où on sent bien que il est aussi en fait complètement subjugué par la beauté du paysage. Donc il va s'arrêter, il va prendre les photographies, etc. Et donc moi, en fait, dans l'approche que j'ai eue, et en tout cas dans le caractère performatif intentionnel que j'ai voulu en fait donner à cette série, c'était vraiment de libérer tout ça, et puis de voir aussi la circulation que lui avait effectuée durant ces voyages. Donc oui, effectivement, en fait, les corps, je trouve, dansent autrement que finalement dans cet aspect parfois figé et presque cercueil de la photographie en fait d'archives coloniales, noir et blanc, etc. Donc voilà. Bonjour. Bonjour. Je me demandais, en fait, est-ce que tu travailles avec une tablette graphique? Pas du tout. OK. Non, mais il y a comme une qualité, en tout cas, de la ligne qui est... Puis, est-ce que... Je sais pas, excuse-moi, j'ai mal compris. Est-ce que tu as fait une animation avec ça ou c'était présenté Alors, comme dessin? Oui, si tu fais attention, en fait, au tout départ, il y a cette image de l'installation qui est en fait au sein du musée. Donc là, actuellement, elle est présentée comme ça puisqu'en fait, elle fait partie de la collection. Et c'est vrai que quand on est face en fait à ce dispositif, voilà, je dirais dans le rapport au corps et même dans l'expérience en fait esthétique par rapport à l'installation, voilà, on a je dirais une vision parcellaire quelque part, parce qu'effectivement il y en a qui sont très en haut, il y en a qui vont être plus en bas, effectivement on va être plus proche du détail, il y en a qui vont être en périphérie, etc. Et donc l'idée c'est quand je les présente de cette manière-là, donc là c'est la première fois que je les présente comme ça, les 81 à la suite, dans un rapport, oui, presque, je dirais, cinématographique, filmique, comme ça, de succession d'images après images, avec un côté aussi narratif, quelque part. Mais là, j'ai une commande encore pour le musée, pour du coup réaliser un film avec ces images-là. Et donc on va pas être dans l'animation, on va être vraiment en fait à la fois dans une voix off qui va être la mienne évidemment, pour raconter et accompagner en fait ces images-là. Et justement, un des objectifs, en tout cas là du projet dans lequel je suis intégrée, qui va être en Côte d'Ivoire, c'est de pouvoir justement les montrer en fait en Côte d'Ivoire. Donc voilà, donc il y a cette idée-là. Mais pour on va dire ajouter, j'utilise du Posca. Tu sais, le Posca, donc qui est en fait ce stylo acrylique et tout. Donc c'est peut-être pour ça en fait que tu as l'impression qu'il y a quelque chose de la tablette graphique. Bon, après la numérisation, elle joue aussi, mais voilà. Merci, Michel. Je ne connaissais pas ta pratique de dessin autant que les autres. En fait, il y a une phrase quand tu as dit ta présentation qui m'a marquée, c'est quand tu parles de comment on fait pour parler d'une histoire qu'il n'y a pas de témoin de cette histoire-là, puis pas de descendant non plus. Puis là, tu as parlé de ton travail avec les archives. Je sais que tu vas savoir où je m'en vais, là, mais comment tu fais pour travailler? Parce que là, c'était quand même une chance de travailler avec une institution qui avait des archives, mais souvent, il n'y a pas d'archives, ou il y a très peu. Alors, comment tu fais dans ce temps-là? Quand tu travailles avec... il n'y a personne pour témoigner, puis il n'y a pas d'archives, ou presque, pour témoigner. Alors, pour le moment, j'ai peu été confrontée, je dois dire, à cette situation. C'est-à-dire que dans la relation, en fait, que j'ai avec les institutions, souvent, en fait, il y a cette demande ou ces commandes, en fait, du travail sur les archives, qui, à la fois, en fait, m'intéresse absolument, parce qu'il y a une nécessité absolue, en fait, de pouvoir proposer en fait
d'autres analyses, d'autres récits, d'autres possibilités, mais qui m'interroge aussi fortement, parce qu'effectivement, cette question de la gentrification en fait, par les artistes, des collections, voilà, entre aussi en fait en question donc au moment où je l'accepte, mais en fait il est dépassé par cette responsabilité du devoir de mémoire. Et la chance que j'ai, c'est que en tout cas par rapport au sujet que j'aborde, mes parents sont encore vivants, donc il y a vraiment cette transmission en fait directe du récit, du recueil, voilà. Donc moi je vais vraiment en fait les chercher parce que eux justement, si je ne le faisais pas, je pense, si je n'étais pas devenue artiste, oui, il n'y aurait eu rien, voilà, parce qu'ils ne parlent pas. Ou alors c'est par bribes, et c'est finalement à nous, à notre génération, je dirais, celle des années 70, là, de reconstituer en fait les histoires. Je ne sais pas si je serais en fait dans cette idée presque spéculative. Peut-être que ça viendra à un moment donné en fait dans le travail. Mais quand il n'y a rien, effectivement, voilà, je m'en sonne le rien. En tant que photographe, je trouve ça très très inspirant la manière dont tu déconstruis la photographie. Tu sors finalement l'humain du cadre. Et je trouve que c'est d'autant plus pertinent parce que la documentation photographique, donc l'archive à partir de laquelle tu travailles, est une archive d'un point de vue de colon qui est subjugué par les espaces du point de vue du colon, par les actes des gens qui sont là. Donc, tu n'as pas l'accès au point de vue local, tu as l'accès au point de vue de l'autre. Et je trouve que c'est très intéressant la manière dont tu es capable de le déconstruire pour amener quelque chose d'autre. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose là-dessus. Oui, absolument, parce que ce qui arrive à être montré ici, là, dans ce cadre, dans ce contexte, d'ailleurs que j'ai installé et qui est possible, c'est très différent finalement aussi de la manière dont on reçoit les archives, de la manière dont on y a accès aussi, et de la qualité même finalement de ces archives. Ces photographies, ce sont des toutes petites diapositives qui ont été scannées. Donc évidemment, la question de la matérialité, l'immatérialité, en fait, elle rentre en ligne de compte. La question, effectivement, en fait, du point de vue, puisqu'on est vraiment en fait dans la photographie, elle est absolument essentielle. Et en fait, la première question que je me suis posée quand j'ai été amenée à réaliser ce travail, c'est quel était le point de vue en fait de Himmel Heber. Et en fait, le point de vue en fait du photographe, ethnologue, anthropologue dans ces années-là, il est presque générique. Dans le rapport d'un pays comme le Congo, c'est-à-dire qu'il y a des moments donnés, il va avoir le regard en fait d'ethnologue. Il y a des moments donnés, il va avoir le regard du photographe presque touriste. Il y a des moments donnés, il va avoir le regard de l'homme, avec un regard très sexué, très érotique, posé sur les corps, et notamment en fait le corps féminin, donc avec vraiment une orientation très objectisante, où on voit bien des photographies où il va décadrer le personnage hors contexte, hors village, etc., pour le prendre en photo. Donc voilà, donc je dirais dans mon approche, et je crois que le fait d'arriver avec l'énergie de la performance renforce en fait ce champ des possibles et amène cette liberté du trait, liberté du geste, du rythme aussi qui s'installe. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a la couleur aussi qui est là. Puis à un moment donné, ça va être des séries d'orange, de touches, des séries de touches violettes, des séries de touches jaunes, etc. Donc tout ça en fait amène justement un espace qui est lié profondément en fait au vivant, pour s'extraire de ce rapport presque mortuaire, finalement, en fait, de ce type d'image.
Je pense qu'on doit conclure Oui. à cause qu'on approche 2 heures. Puis c'était, merci Michel, c'était très riche de passer ce temps avec Merci beaucoup.